Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir des personnes qui ont sous-estimé les crocodiles et en ont payé le prix. D'une rue où des spectateurs ont vu le désastre se dérouler à un étang de jardin qui cachait quelque chose en dessous, mais d'abord, dans le sud de la Thaïlande, un homme qui a transformé la rivière en sa scène est monté pour un dernier spectacle que la foule n'oubliera jamais. C'était le 14 juin 2017 à Phatthalung, une province tranquille dans le sud de la Thaïlande où la rivière coule lentement et brune à travers les bords de la mangrove. La journée était chaude, l'air épais et immobile, et l'eau avait une légère odeur aigre après une semaine de pluie. Quelques touristes se tenaient sur la rive, leurs appareils photo levés vers un homme à mi-corps dans les eaux peu profondes. Ce qui avait commencé comme le divertissement d'une petite foule se terminerait par l'histoire la plus sombre du village. Une histoire que personne ne voulait raconter à nouveau, mais que personne ne pouvait oublier. Praser Wanachai, âgé de 38 ans, travaillait comme réparateur de bateaux près du quai. Il avait vécu au bord de la rivière toute sa vie, réparant des moteurs hors bord et réparant de vieux coques pour les pêcheurs et les guides. Il était connu localement pour son humour, toujours en train de parler fort, taquinant les visiteurs, les faisant rire. Cela lui a valu de petits pourboires et une certaine notoriété. Les étrangers l'appelaient le River Joker. Il aimait l'attention. Il avait grandi en regardant les crocodiles depuis les quais en bois quand il était garçon et prétendait souvent qu'il connaissait son odeur, qu'il ne le toucherait pas. Pour les habitants, cela semblait insensé mais inoffensif jusqu'à ce qu'il commence à se montrer plus audacieux devant les touristes cette année-là. Le tourisme a repris après les inondations. Praser voyait cela comme une opportunité. Les après-midi, lorsque les visites accostaient à proximité, il entrait dans les eaux peu profondes, frappait l'eau et criait à la rivière pour faire rire les visiteurs. Il le faisait pour le spectacle, pour de l'argent de poche, pour le petit frisson d'être l'homme que tout le monde pointait avec un appareil photo. Il n'a jamais porté de bâton, n'a jamais surveillé les courants. Plus les gens le mettaient en garde, plus il faisait semblant d'être intrépide. Cet après-midi-là, la rivière semblait gonflée et lente. La boue et le bois flottaient, dérivaient auprès des berges et l'air sentait la décomposition des feuilles et l'eau stagnante. Le soleil avait percé les nuages gris, transformant la surface en or par endroits et en noir à d'autres. La rivière s'élargissait vers la ligne de mangrove où de hautes roseaux cachaient à ce qui se mouvait en dessous. Le crocodile siamois est plus petit que l'espèce d'eau salée mais tout aussi mortel. Les mâles peuvent atteindre 12 pieds et peser près de 1000 livres. Ce sont des chasseurs à l'affût, comptant sur la patience, immobiles jusqu'à ce qu'un éclaboussement ou une vibration signale une proie. Leur force de morsure dépasse 3000 livres par pouce carré, suffisamment pour écraser un os en un seul claquement. Les habitants les avaient vus réapparaître après les inondations, dérivant près des villages où les poissons étaient abondants. Ils évitaient généralement les gens à moins d'être provoqués. Praser avait été informé des récentes observations près du quai. 2 pêcheurs ont affirmé avoir vu un grand crocodile remonter la rivière la nuit précédente, ses yeux reflétant une lueur orange dans le faisceau de leur lampe de poche. D'autres l'ont exhorté à ne pas s'approcher de l'eau, surtout tant qu'elle était encore boueuse. Mais les avertissements ont fait croître son public. Ce jour-là, un groupe de touristes allemands s'était rassemblé, riant et filmant alors qu'il se tenait à mi-jambe, frappant la surface avec sa main. Ses amis, buvant à proximité, lui ont demandé d'appeler le crocodile. Il a souri, fait signe aux caméras et a continué à frapper l'eau plus fort. La rivière ondulait à plusieurs mètres de là. Un petit sillage en V apparut, glissant vers lui avec une lente précision. Les touristes murmurèrent, incertains si c'était réel. Praser se tourna vers elle, plissant les yeux contre l'éblouissement, puis rit et éclaboussa à nouveau. L'ondulation s'arrêta puis disparut. Un instant, tout est devenu silencieux sauf le bourdonnement des insectes. Puis l'eau a explosé. Une forme sombre et massive a surgi de la surface, mâchoires grandes ouvertes, frappant son torse. L'impact était comme un craquement de bois qui se fend. Les témoins ont dit que son cri a traversé l'air immobile. Court, aigu, puis étranglé, le crocodile s'est tordu violemment, l'entraînant sur le côté dans les eaux plus profondes. Il a essayé d'attraper la berge boueuse, laissant des traces dans l'argile, mais le corps du crocodile a roulé, le tirant sous l'eau en quelques secondes. Les touristes ont reculé en trébuchant, certains laissant tomber leur téléphone, d'autres criant leur incrédulité.
Ses amis ont couru vers le bord, jetant des bâtons et criant son nom, mais l'eau bouillait de boue et de mousse avant de redevenir complètement calme. Seul un léger tourbillon rouge s'est répandu en aval. La rivière est devenue silencieuse après l'attaque. Les touristes sont restés figés, continuant de filmer, incertains que tout soit fini. Puis, à la surprise générale, l'eau s'agita de nouveau. 2 hommes du quai entrèrent dans l'eau avec des perches, frappant jusqu'à ce qu'ils voient du mouvement. Le crocodile s'échappa en aval, laissant Prazer flotter face contre terre près des roseaux. Ils l'ont tiré vers le rivage, ses jambes profondément déchirées et un bras presque sectionné. Quelqu'un a appelé les gardes forestiers, tandis que d'autres essayaient d'envelopper ses blessures avec des chemises. Il respirait encore lorsqu'ils l'ont transporté jusqu'au pick-up qui servait d'ambulance. À l'heure où ils ont atteint l'hôpital de district, 40 minutes plus tard, il avait perdu trop de sang. Les médecins ont déclaré que les lacérations à sa cuisse et à son abdomen étaient catastrophiques. Il a été déclaré mort peu de temps après son arrivée. La berge où il avait donné ses spectacles a été fermée pendant des semaines. Les habitants ont placé une croix en bambou près de l'endroit, attachée avec un tissu coloré. Les bateaux touristiques passent encore par ce virage, mais les guides baissent la voix quand ils le font. Ils disent que l'eau y semble plus lourde maintenant, silencieuse, comme si elle attendait. Le bruit de cette rivière s'est estompé, mais la leçon, elle, est restée. Quelques mois plus tard, et à 3200 km de là, une autre foule s'est rassemblée près de l'eau montante, cette fois-ci non pas pour rire, mais pour observer. C'était le 29 octobre 2017 à Galle, une ville côtière du sud du Sri Lanka, où la pluie n'avait pas cessé depuis 7 jours. Les rues étaient devenues de petites rivières, s'écoulant autour des voitures garées et des devantures de magasins. Les gens marchaient le pied nu dans l'eau jusqu'aux chevilles, portant des sacs au-dessus de leur tête et riant de l'étrangeté de la situation. L'inondation avait transformé le familier en quelque chose d'incertain. Sous la surface, les canaux de drainage reliés à la lagune principale étaient de gonflés et sombres, et quelque chose de vivant avait suivi le courant vers l'intérieur des terres. Harsha Samara Singh, âgé de 29 ans, travaillait comme coursier à moto pour une petite entreprise de logistique. Il était connu dans le quartier comme rapide, serviable et toujours en train de plaisanter. Quand les pluies sont arrivées, son travail a ralenti. Il passait ses journées près de l'épicerie locale à aider les gens à pousser des vélos en panne à travers l'eau pour des pourboires et pour le plaisir. Il aimait attirer l'attention. Il publiait de courtes vidéos en ligne des choses étranges qu'il voyait pendant ses livraisons. Ce n'était pas une question de célébrité, juste pour le plaisir. Il vivait avec son frère cadet dans une maison de 2 pièces près du canal et lui disait souvent que les inondations rendèrent la vie intéressante. Cet après-midi-là, alors que le niveau de l'eau montait à nouveau, la rumeur s'est répandue qu'un crocodile avait dérivé dans la zone résidentielle. Quelques voisins l'ont vu en premier, une grande forme reposant devant une petite épicerie à moitié couverte de boue. Au moment où Harsha est arrivé, 10 ou 12 personnes s'étaient rassemblées autour. Certains se tenaient sur les marches avec leur téléphone sorti, d'autres criaient pour qu'il bouge. L'animal restait immobile, son corps se mêlant à l'eau brune. Pour la plupart, ça avait l'air inoffensif. Fatigué, peut-être coincé, Harsha sourit, s'approcha plus près et leva son téléphone pour commencer un live. La rue inondée scintillait sous la lumière faible de l'après-midi. Des emballages plastiques y flottaient. Quelque part, un chien aboyait, l'air sentait le diesel et la pourriture. L'eau atteignait la taille au centre, cachant des gouttières et de petits canaux de drainage. La queue du crocodile était légèrement courbée, comme si elle était prise dans un courant. Mais ses yeux ne bougeaient de pas. La pluie a recommencé à tomber, des gouttes légères et régulières brisant la surface. Les crocodiles marins sont fréquents dans les zones humides du sud du Sri Lanka. Les mâles peuvent dépasser 4,50 m, pesant plus de 500 kg. Lors de fortes inondations, ils se déplacent souvent vers l'intérieur des terres par les canaux, chassant des chiens errants ou du bétail. Ils peuvent rester immobiles pendant des heures, leur camouflage étant presque parfait dans l'eau boueuse. Bien qu'ils soient massifs, ils peuvent se lancer en avant plus rapidement qu'une personne ne peut réagir, jusqu'à 32 km/h en courte rafale. La plupart des habitants savent de les éviter, mais chaque inondation entraîne de nouvelles rencontres et la curiosité l'emporte souvent. La police locale avait émis un avertissement radio ce matin-là, conseillant aux habitants de rester éloignés des canaux et fossés inondés.
Certaines personnes ont dit avoir entendu qu'un avait été vu plus tôt près du marché aux poissons. Archa avait probablement entendu ces mêmes rapports, mais pour lui, c'était quelque chose de rare, quelque chose à filmer. Il a dit qu'il avait l'air mort, d'autres ont dit qu'il se reposait juste. Personne ne voulait s'approcher suffisamment pour le découvrir. Quand il a ramassé un manche à balai cassé flottant à proximité, des rires ont éclaté dans la foule. Il l'a utilisé pour toucher la queue de l'animal tout en tenant son téléphone dans l'autre main. Le crocodile n'a pas bougé au début, le bâton a frappé son flanc. Puis encore une fois, les gens lui ont demandé d'arrêter, mais il a fait un pas de plus pour obtenir un meilleur angle. Dès que son pied s'est enfoncé dans la partie plus profonde de la rue, la surface s'est rompue. La tête du crocodile s'est projetée en avant dans un violent sursaut, ses mâchoires se refermant sur sa jambe inférieure. Le son était sourd, lourd, comme du bois qui craque sous l'eau. Archa est tombé de côté, hurlant alors que le téléphone glissait de sa main dans l'eau. La panique a éclaté. Plusieurs hommes ont crié et ont couru, éclaboussant à travers l'inondation. Le crocodile a tiré en arrière, vers le fossé plus profond à côté de l'épicerie. Tout son corps se tordant avec la force d'une roulade, Archa a saisi un poteau de portail en métal, essayant de s'ancrer, mais le croco a roulé à nouveau, le faisant tourner en dessous. L'eau a éclaté avec de la boue et de l'écume, puis est devenue rouge. Un homme a lancé une pierre, un autre a frappé l'eau avec un bâton, mais cela n'a rien changé. En quelques secondes, l'agitation s'est arrêtée, seule la pluie et le murmure de l'eau courante ont rempli le silence. Quelques personnes sont restées figées sur les marches, attendant un mouvement. La grille qu'Archa avait attrapée tremblait légèrement à cause du courant. Son téléphone a flotté à la surface quelques minutes plus tard, écran fissuré, mais toujours en train d'enregistrer, ne montrant que la surface de l'eau boueuse et le son de cris lointains. Au moment où les secours sont arrivés 1 heure plus tard, l'eau était montée, emportant des débris du fossé en aval. À l'aube, les responsables ont drainé la section de rue inondée, révélant des débris enchevêtrés, des branches, des sacs en plastique et une chaussure noire coincée sous une grille en métallique. Ils n'ont trouvé aucun corps. La municipalité a placé des barricades en plastique et un panneau d'avertissement à l'endroit où cela s'est passé. Mais lors de la prochaine mousson, les barrières ont dérivé avec la pluie. Les habitants en parlent encore lorsque les rues se retrouvent inondées. Combien il est facile de confondre immobilité et sécurité lorsque la rivière retrouve son chemin de retour à la maison. Certaines personnes provoquent le danger pour attirer l'attention, d'autres le cherchent par colère. Au Kenya, un homme a décidé que la rivière lui devait une dette et il avait l'intention de la récupérer. C'était le 21 août 2015, le long des rives inférieures de la rivière Tana, dans l'est du Kenya, où l'eau coulait lentement et épaisse après une période de sécheresse. L'air était lourd de chaleur et la boue sur les bords avait commencé à se fissurer. C'était calme, à part le bourdonnement des insectes et les ondulations occasionnelles où les poissons brisèrent la surface. Le calme de cette soirée cachait la violence qui se préparait. Joseph Mwangi, 44 ans, avait vécu toute sa vie dans un village au bord de la rivière. Il cultivait du maïs et gardait quelques animaux, suffisamment pour nourrir sa famille, la plupart des saisons. Il était connu pour être pratique et stable, pas imprudent. Mais la perte de 2 chèvres et d'un veau à cause d'un crocodile au cours du mois dernier l'avait perturbé. Ce n'était pas juste la perte, c'était l'impuissance de voir son travail disparaître du jour au lendemain. Pour un homme qui avait vécu à côté de la rivière toute sa vie, cela ressemblait à une insulte. Il parlait souvent de l'animal qui avait pris son bétail, le décrivant comme grand, marqué par une cicatrice près de sa queue, personne d'autre ne l'avait vu clairement. Les villageois lui ont conseillé de le laisser tranquille et de laisser les gardes s'en occuper, mais personne n'est devenu. Les attaques ont continué. Il s'est convaincu qu'il connaissait le comportement du crocodile. Émergeant près du crépuscule, lorsque le bétail venait boire, il a cessé de bien dormir, attendant chaque nuit les bruits d'éclaboussures. Lorsqu'un voisin a plaisanté en disant qu'il devrait s'en occuper, Joseph a pris la remarque comme un défi. Il a fabriqué une lance rudimentaire avec une tige en acier et a enroulé son extrémité avec du fil pour la prise. Ce vendredi soir-là, il a dit à sa femme qu'il vérifiait ses pièges. Au lieu de cela, il est allé sur la rive du fleuve. Le Tana ce soir-là semblait trompeusement calme. La dernière lumière du soleil le rendait brun cuivré et de petits tourbillons se formaient là où le courant rencontrait les roseaux. Des oiseaux perchés dans les acacias, immobiles, observaient.
L'air portait l'odeur des algues et de la vieille boue. Chaque pas que Joseph faisait laissait une empreinte dans le sol mouillé qui se remplissait instantanément d'eau. De là où il était accroupi, la rive opposée était à peine visible, une forme sombre dans la lumière déclinante. Les crocodiles sont territoriaux et peuvent rester dans la même portion de rivière pendant des décennies. Les mâles de cette région peuvent atteindre jusqu'à 16 pieds et peser plus de 1000 livres. Leurs yeux et narines sont placés haut sur leur tête, leur permettant de rester submergés avec seulement la surface visible. Au crépuscule, leur vision s'affine tandis que la vue humaine s'affaiblit. Ils chassent par embuscade, attirés par les vibrations plutôt que par la vue. Les gardes forestiers locaux disent souvent que lorsque vous en voyez un, il est déjà trop près. Joseph a ignoré ces avertissements. Il croyait que l'eau près de sa propriété était peu profonde et que le crocodile devrait faire surface pour attaquer. Il marchait pieds nus pour ne pas faire de bruit, tenant la lance à 2 mains. Il attendait un mouvement, une quelconque ondulation. Les grenouilles avaient de cesser de coasser, chose qu'il avait remarquée mais pas interprétée comme un danger. Il vit la surface bouger juste au-delà d'un groupe de roseaux et sa respiration ralentit. Il leva la lance, la tenant fermement des 2 mains. Ce qui s'est passé ensuite a été reconstitué plus tard à partir des marques trouvées le long de la rive. Et du récit de l'homme qui l'avait suivi à distance, il l'a lancé de toutes ses forces. Le plouf était net et fort. Une seconde plus tard, l'eau a éclaté. Le crocodile a surgi, mâchoires grandes ouvertes, son poids déplaçant la boue comme un mur qui s'effondre. En un seul mouvement, l'animal a de nouveau bondi, le frappant au milieu du torse et le forçant à reculer dans les bas-fonds. Il est tombé violemment, son talon glissant dans la boue. Il a essayé d'atteindre la lance, mais les mâchoires du croco se sont refermées sur son bras gauche. Le son était lourd et rapide, un craquement suivi de... À distance, son voisin, qui avait suivi par curiosité, a entendu le bruit de l'éclaboussure et a couru vers le bruit. Il a vu la queue se débattre une fois puis se tordre. Joseph a été tiré de côté dans des eaux plus profondes. Son cri a traversé la rivière mais s'est interrompu lorsque le crocodile a roulé, rendant la surface blanche de mousse et de boue. L'homme a crié à l'aide, mais lorsque les autres sont arrivés avec des lampes de poche, l'eau était redevenue calme. Ils ont cherché avec des bâtons et des lanternes, avançant prudemment, mais n'ont rien trouvé. Le seul signe était une fine traînée de bulles qui s'estompait en quelques minutes. Le courant dérivait calmement à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Le matin, la rivière avait englouti ses preuves. Le voisin a trouvé la lance cassée de Joseph enfoncée dans la boue et des traînées de sang le long de la rive. Les rangers sont arrivés plus tard ce jour-là, suivant des traces traînantes dans l'eau. Des heures en aval, ils ont trouvé un grand crocodile reposant près du virage. Dans sa bouche, il y avait des morceaux de tissu déchirés, une partie de la chemise de Joseph. L'animal a été capturé, mais pas tué. Il a été relocalisé dans une section protégée de la rivière où les attaques étaient le moins fréquentes. Lorsque la nouvelle s'est répandue, certains villageois ont parlé de tragédie, d'autres ont parlé de fierté. Sa femme a refusé d'aller à la rivière ou de regarder la récupération. Elle a dit qu'il avait fait son choix la nuit où il a porté la lance. La semaine suivante, les marques de la lutte avaient disparu sous la nouvelle boue et les empreintes. La rivière, gonflée à nouveau après de nouvelles pluies, a repris son cours lent et silencieux, comme elle le faisait toujours après avoir pris quelque chose, tandis qu'un homme allait vers l'eau pour se venger, un autre s'en approchait pour quelque chose de bien plus simple, un sauvetage. Mais dans les plaines inondables de l'Australie occidentale, même la bonté peut devenir fatale. C'était le 18 février 2015 dans la région de Kimberley en Australie occidentale où la rivière Fitzroy avait débordé après une semaine de fortes pluies. Le soleil du matin brillait sur les prairies inondées qui s'étendaient plus loin que d'habitude, couvrant les clôtures et transformant les paddocks ouverts en zones humides peu profondes. L'air était épais et humide, lourd avec l'odeur de boue et de végétation en décomposition. L'eau semblait inoffensive, calme, immobile, presque plate. Mais en dessous, le bord de la rivière avait disparu. Michael Turner, âgé de 39 ans, travaillait comme ouvrier agricole sur une propriété bordant la rivière. Il était le genre d'homme que l'on appelait lorsque des animaux disparaissaient ou lorsque les crues immobilisaient le bétail. Les voisins ont dit qu'il avait une manière stable.
Patient, doux et confiant avec les animaux, il avait grandi dans la région et comprenait son climat et ses rythmes. Les pluies ne l'inquiétaient pas. Lorsque les pâturages bas étaient inondés, il aidait les autres à déplacer le bétail vers les hauteurs, conduisant son vieux camion utilitaire dans la boue avec une grande aisance. Cette semaine-là, un petit Blue Heeler, un des chiens de la station, s'était égaré pendant une tempête. À la mi-matinée, l'animal était de nouveau visible, échoué sur une colline herbeuse à quelques centaines de pieds à travers la plaine inondable. Il aboyait et tournait en rond, piégé par l'eau qui s'était infiltrée pendant la nuit. Michael l'a repéré en vérifiant la clôture et a décidé de le ramener avant que l'eau ne monte à nouveau. Son partenaire et un voisin se tenaient près du camion, regardant alors qu'il prenait un bâton et se dirigeait vers le chien. Il leur a dit que cela semblait peu profond, pas plus haut que le genou, et qu'il serait de retour dans quelques minutes. L'avion était silencieux, à part le doux bruissement de l'eau contre l'herbe. Des moustiques dérivaient en essaim, et l'air portait une légère odeur métallique due au sol humide. Le soleil était pâle derrière les nuages bas, et l'horizon semblait se fondre avec le champ inondé. Michael avançait, chaque pas envoyant de lentes ondulations vers l'extérieur. Son reflet se brisait et se reformait à la surface brune. Les crocodiles marins sont connus pour voyager loin à l'intérieur des terres pendant la saison des pluies. Quand les rivières débordent, ils suivent les crues dans de nouvelles zones, chassant le bétail perdu et les chiens. Les mâles peuvent atteindre plus de 14 pieds et peser plus de 1000 livres. Ils se déplacent avec une immobilité trompeuse, attendant à couvert jusqu'à ce que des vibrations signalent la présence de quelque chose de vivant à proximité. Les habitants savent qu'il faut être prudent lors des inondations, mais la familiarité émousse souvent ce sentiment de risque. La plaine ce jour-là semblait vide, mais les mêmes canaux qui transportaient des poissons et des débris de la rivière pouvaient également cacher des prédateurs. Le partenaire de Michael a dit plus tard qu'elle se sentait mal à l'aise alors qu'il s'éloignait davantage. Le chien a aboyé, la queue basse, se déplaçant sur son petit bout de terre sèche. Le voisin a remarqué de faibles ondulations se déplaçant contre le vent, de petits arcs se propageant près du centre de la plaine. Ni l'un ni l'autre n'ont parlé, pensant que cela pourrait être un poisson ou des algues dérivantes. Michael était à environ 30 mètres lorsque l'eau a atteint ses cuisses. Il a levé le bâton, appelant doucement, essayant d'attirer le chien vers lui. La surface derrière lui s'est soudainement ridée, en formant un large V qui s'est refermé rapidement. Avant qu'il ne puisse tourner complètement, l'eau a éclaté. Une forme massive a surgi vers le haut, mâchoire claquant autour de sa jambe avec une éclaboussure violente. L'impact l'a projeté sur le côté. Le son lourd et définitif. La boue et l'écume se sont projetées dans les airs, puis l'eau est revenue sur elle-même. Le chien s'est élancé immédiatement, sprintant vers l'autre côté. Le partenaire de Michael a crié et a couru vers la rive, mais la surface de vent a de nouveau explosé, cette fois avec une queue tourbillonnante qui a percé avant de disparaître. Le mouvement n'a duré que quelques secondes. 2 salves, puis le calme. Son chapeau a flotté vers le haut et a dérivé vers le bord. Le seul bruit après était le vent passant à travers les roseaux. Il se tenait au bord de l'eau, criant son nom et scrutant le moindre mouvement. La plaine inondable ne leur rendit rien. La surface resta calme, terne avec la boue remuée, l'air épais de chaleur. À la tombée de la nuit, la police et les agents de la faune étaient arrivés. Ils ont utilisé de petits bateaux et des projecteurs, suivant les traces de traînées qui menaient vers un canal de drainage plus profond reliant la rivière. Le lendemain matin, une équipe de recherche a trouvé un tissu déchiré et une botte emmêlée dans des roseaux à 1 kilomètre en aval. Des traces pressées dans la boue ont confirmé la présence d'un grand crocodile, probablement un mâle poussé à l'intérieur des terres par l'inondation. Quelques jours plus tard, des agents ont capturé un spécimen de 14 pieds près d'un rétrécissement du canal, mais ils ne pouvaient pas prouver que c'était le même. Le corps de Michael n'a jamais été retrouvé. Lorsque les pluies se sont terminées quelques semaines plus tard, la plaine inondable s'est asséchée et s'est fissurée au soleil. L'herbe a repoussé là où l'eau s'était tenue. Les habitants ont dit que c'était l'année où la rivière était allée trop loin à l'intérieur des terres, revendiquant des terres qui ne lui appartenaient pas. Le chien est revenu de lui-même quelques jours après la fin des recherches, couvert de boue et silencieux, couché à côté du camion où Michael l'avait laissé.
La plupart des attaques se produisent en eau libre, rivières, plaines inondables, des endroits où les gens s'attendent à ce que le danger rôde. Mais parfois, il n'attend pas là-bas. Il se faufile plus près, glissant au-delà des clôtures et des champs, s'installant dans les espaces calmes que les gens cessent de craindre. Dans un village, il attendait seulement à quelques pas de la porte arrière. C'était le 2 septembre 2017, dans un petit village près de Palembang, en Indonésie. La saison sèche avait duré plus longtemps que d'habitude. Le sol était fissuré et la poussière s'accrochait à tout, aux arbres, aux toits en tôle, même à l'air qui se déplaçait lentement. À midi, la chaleur ondulait au-dessus des routes étroites. Derrière l'une des maisons anciennes se trouvait un bassin en béton peu profond, autrefois utilisé pour élever des poissons. Il n'avait rien contenu d'autre que de l'eau de pluie pendant des années, mais pendant la sécheresse, il est devenu le seul endroit ombragé et humide du jardin. Betty Marlena, 69 ans, avait vécu là toute sa vie. Elle avait élevé 3 enfants dans cette maison, qui avaient tous déménagé en ville il y a longtemps. Son mari était décédé il y a presque 10 ans et depuis, elle s'occupait en entretenant son jardin et en nourrissant les animaux errants. Elle était connue dans le quartier comme généreuse mais têtue, une femme qui préférait la routine à la prudence. Pendant cette période de sécheresse, lorsque même les oiseaux avaient cessé de venir, elle a décidé de remplir l'ancien bassin à poissons avec l'eau de son puits pour offrir aux animaux un endroit où boire. Les voisins l'ont souvent mise en garde que des crocodiles se déplaçaient parfois dans les canaux de drainage au sud du village. Ils avaient entendu parler d'observations près des champs de canne à sucre et avaient vu une fois un crocodile échouer par un ponceau bloqué, sa queue couverte de boue. Siti ne prenait pas ces histoires au sérieux. Le canal le plus proche était à plus de 100 mètres et sa cour était clôturée. Elle a dit que si un crocodile atteignait un jour sa maison, cela signifierait que la rivière elle-même avait décidé de rendre visite. Ce matin-là, elle a rempli plusieurs seaux du puits, les portant un par un jusqu'à la bassine derrière sa maison. L'eau à l'intérieur était trouble, recouverte d'un mince film vert. Elle a utilisé une vieille louche pour le remuer, chassant les moustiques. L'air sentait la terre sèche et l'eau stagnante. Des grillons chantèrent dans l'herbe, et quelque part, un coq chantait faiblement. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle voyait le bassin presque plein. Les crocodiles marins sont courants dans le sud de Sumatra, capables de voyager à travers des canaux étroits et de survivre dans de l'eau saumâtre ou même douce. Pendant les sécheresses, ils se déplacent souvent à la recherche de piscines plus fraîches et plus profondes, s'installant dans des étangs abandonnés ou des bassins de ruissellement ombragés. Les grands adultes, atteignant jusqu'à 15 pieds de longueur, peuvent rester immergés pendant près d'une heure, se déplaçant silencieusement dans l'eau qui semble trop petite pour les dissimuler. Les habitants ne s'y attendent rarement dans des conditions sèches, ce qui rend ces rencontres plus dangereuses. Dans les jours avant l'incident, certains voisins de Siti ont remarqué que les chiens errants avaient cessé de boire dans le bassin. Un homme a affirmé qu'il avait vu de faibles ondulations là-bas après le coucher du soleil, bien que l'air fût immobile. Quand il lui en a parlé, elle a ri, disant qu'il voyait le vent jouer des tours à la surface. Ce matin-là, alors qu'elle marchait derrière sa maison avec un autre seau, le sol autour du bassin semblait intact, rien ne semblait déplacé. Elle posa le seau à côté d'elle et se pencha pour verser de l'eau dans le bassin. Le bruit des éclaboussures résonnait vivement dans la cour silencieuse. Au moment où le Jay touchait la surface, quelque chose en dessous bougea, un tourbillon de boue remontant à la surface. Avant qu'elle ne puisse réagir, l'eau s'est ouverte. Une forme sombre a émergé, ses mâchoires se refermant autour de son bras gauche avec un craquement sourd. La force la fit basculer sur le côté, renversant le seau et tirant son genou contre le rebord en béton. Elle cria une fois, le son court et rauque. Le crocodile se retourna immédiatement, la traînant vers le centre du bassin. Les voisins ont entendu le bruit de métal et se sont précipités à l'extérieur, pensant qu'un mur s'était effondré. Ce qu'ils ont vu, c'était la surface bouillonnante violemment, de l'eau boueuse débordant du bord. Ses jambes ont donné un coup de pied au-dessus de la surface avant de disparaître. Toute la lutte a duré moins de 10 secondes. Quand l'eau s'est calmée, le bassin avait l'air aussi calme qu'avant, à l'exception du seau renversé et d'une légère teinte rouge près du centre. Un voisin, un mécanicien à la retraite, a couru jusqu'au bord avec un bâton en bois et a essayé de remuer l'eau, mais c'était trop profond pour voir le fond. D'autres ont crié à l'aide et ont apporté des cordes, mais personne n'a osé s'approcher.
Le bassin n'était qu'à environ 8 pieds de large, mais assez profond pour cacher un animal adulte. Quand la police et les agents de la faune locale sont arrivés, il était tard dans l'après-midi. L'eau a été vidée à l'aide d'une pompe portable, révélant le sol en béton fissuré couvert de limon. Dans le coin, sous une couche de boue, ils ont trouvé le crocodile, presque 12 pieds de long, tenant toujours dans ses dents une partie des vêtements de Siti. Son corps a été retiré le lendemain matin. Les responsables croyaient que l'animal était entré dans son jardin par un étroit fossé de drainage derrière la propriété. Probablement en suivant l'odeur de l'eau pendant la sécheresse, il était resté piégé dans le bassin après s'être nourri. Le crocodile a été euthanasié sur place. Sa petite maison a ensuite été scellée, sa porte arrière enchaînée pour empêcher l'accès. Des semaines plus tard, lorsque les pluies sont enfin arrivées, le bassin s'est rempli à nouveau. Personne ne l'a touché. Les voisins ont dit que les oiseaux se posaient sur la clôture mais jamais sur l'eau. Ils évitaient complètement ce côté du jardin. Et quand on lui a demandé pourquoi, un homme a dit que l'eau là-bas ne semblait plus jamais vide. Merci d'avoir regardé. Vous avez aimé cette vidéo? Cliquez pour plus.